Et on commence la tournée de la presse avec la RFI qui titre en Algérie, 25 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. Ils doivent se prononcer sur une révision de la Constitution. Le pouvoir algérien présente ce texte comme la base d'une Algérie nouvelle et comme une réponse aux revendications du Hirak. L'un des enjeux du scrutin sera donc le taux de participation. Et enchaînons avec le Figaro, d'où nous avons tiré cette nouvelle. L'Allemagne a demandé vendredi 30 octobre au Premier ministre libyen, Fayez Sarraj, de reporter son départ annoncé pour la fin d'octobre, le temps d'avancer dans les pourparlers politiques de retour de la paix. Cela serait important pour assurer la continuité institutionnelle et exécutive à la tête du gouvernement libyen en ces dernières semaines cruciales, a argumenté le chef de la diplomatie allemande. C'était donc l'appel à la prière et enchaînant cette édition de notre programme Autour du monde avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique et enchaînant avec Libération où nous lisons les Ivoiriens sont appelés aux urnes ce samedi pour élire leur président. Un scrutin dont le déroulement est contesté par l'opposition entraînant des risques de violence dans le pays. Le thermomètre de la tension a oscillé toute la semaine entre incidents sporadiques ici et calme apparent ailleurs. Mais dès vendredi, les affrontements se sont multipliés, notamment à la capitale politique située à 250 km d'Abidjan. Alors, samedi 31 octobre, la Côte d'Ivoire s'est scindée en deux. Le camp Ouattara a lancé une participation massive, tandis que l'opposition a boudé le scrutin présidentiel. Le point avec Dalia Karam. La journée d'appel aux urnes tant attendue du 31 octobre en Côte d'Ivoire s'est finalement déroulée majoritairement dans le calme. Avec les violences redoutées, ils avaient été des milliers d'Ivoiriens à quitter les grandes villes de Bouaké et d'Abidjan pour rentrer dans leur village. Mais ce samedi, de nombreux bureaux ont pu ouvrir sans heurts, et ce malgré les appels de l'opposition à un boycott actif du processus électoral. Sans surprise, les chiffres provenant du Nord, traditionnellement favorables à Alassane Ouattara, lui donnent une victoire écrasante, avec une forte participation. Si les chiffres de la participation nationale ne sont pas encore connus du côté des partisans du parti au pouvoir, le RHDP, l'appel de l'opposition a échoué. La situation est loin d'être la même dans le sud du pays. Les barricades ont poussé à Douakoro et aucun électeur n'a pu aller voter dans le fief de l'opposant et ancien président Henri Konan Bédié. Dans plusieurs villes du pays, plusieurs dizaines de bureaux de vote ont été le théâtre de violences entre des partisans du président sortant Alassane Ouattara et des membres de l'opposition. Certains ont été tout simplement saccagés. Après des affrontements entre opposants et forces de police, le bilan des violences, qui ont été nombreuses dans la moitié sud du pays, n'était pas connu dans l'immédiat. Mais l'opposition, comme le pouvoir, dénonce des morts. Au lendemain d'un scrutin boycotté, l'opposition parle déjà d'un échec du pouvoir alors que le président Alassane Ouattara, confiant, a appelé au calme. Le président Ouattara, qui devrait s'imposer dès le premier tour en raison du boycott de l'opposition, a demandé la fin du désordre. Le scénario catastrophe, tant redouté d'une explosion des violences post-électorales qui avait fait 3000 morts dans la crise de 2010-2011, semble pour l'instant ne pas se reproduire. Reste à savoir si l'annonce des résultats prévus dans les 5 prochains jours se déroulera dans le calme. Enchaînons avec le point d'où nous avons tiré cette nouvelle. Un Américain enlevé cette semaine à Massalata au Niger, près de la frontière avec le Nigeria, a été libéré dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 octobre. C'est ce qu'a affirmé le ministre nigérien de la Défense. L'otage américain avait été capturé dans la nuit de lundi à mardi par des hommes armés qui cherchaient de l'argent, selon le témoignage de son père Bruce Welton, installé au Niger depuis près de 30 ans.
Alors, l'Égypte a clôturé samedi son mandat de présidence du Conseil de la paix et de la sécurité en Afrique qui relève de l'Union africaine. L'ambassadeur Oussem Abdelkhel et l'ambassadeur d'Égypte à Addis Abeba et son délégué permanent auprès de l'Union africaine a déclaré que la présidence égyptienne tenait une interaction rapide pour résoudre les enjeux qu'affronte le continent et tâcher également d'avoir des consultations directes afin de faciliter le suivi des questions en cours. Pour plus de détails sur ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, parmi les dossiers qu'a traité l'Égypte figure l'accord de paix conclu au Soudan le 3 octobre dernier. Alors, d'après vous, quelles sont les mesures à adopter au sein de l'Union africaine pour faciliter le redressement du Soudan dans la phase de transition? Premièrement, je veux dire que l'effort de l'Égypte pour établir la paix et la sécurité dans le continent africain ne s'est jamais arrêté à la présidence d'un comité ou d'un conseil. C'est-à-dire, les efforts sont toujours exercés et c'est l'intérêt de l'Égypte de toujours établir paix et sécurité partout en Afrique. Donc, que nous soyons les présidents de ce comité ou de ce conseil pour un an ou un, ça ne veut rien dire dans les efforts que l'Égypte et la responsabilité que l'Égypte a envers tous les pays africains. Ça, c'est pour commencer. Et si on observe tout, sans exception, les accords qui ont été signés dans les derniers mois et années même, on va trouver que l'effort égyptien était toujours derrière ces signatures et ces accords. Et comme vous l'avez dit, dernièrement, il y a eu 2 accords intéressants à propos du Soudan, au sud et au nord. Et c'est la responsabilité, justement, comme vous venez de dire dans votre mot, c'est la responsabilité de l'Union africaine en général de conserver ce genre de paix et sécurité et ils doivent faire très attention à ce que ce genre d'accord est conservé et bien observé et que ça continue. Mais en principe, je me répète, c'est l'effort égyptien qui a été derrière tout ce genre d'accord et je tiens à dire que les efforts égyptiens ne s'arrêtent pas à la présidence de ce Conseil. Oui. Et ça va continuer sans doute pour toujours, si jamais. Oui, docteur Ouf Ghafar, puisque vous êtes parlé des efforts que déploie toujours l'Égypte, alors en tant que présidente du Conseil, l'Égypte avait lancé au début de son mandat une initiative prévenant les Africains contre le danger des mercenaires étrangers qui affluent dans certains pays du continent. Veuillez nous jeter la lumière sur les effets de leur influence sur la paix. En principe, l'existence de forces étrangères, que ce soit officielles, que ce soit mercenaires, est complètement rejetée, c'est-à-dire inacceptable. Et nous avons vu qu'il y a des efforts, malheureusement, étrangers pour envoyer des mercenaires dans certains pays africains. Et ça, c'est, je répète, complètement refusé et ça doit catégoriquement s'arrêter. Et les efforts que l'Égypte met dans cette direction, c'est justement pour ça.
l'existence de forces étrangères, je répète, non seulement mercenaires, c'est encore plus dangereux, mais même si l'existence est physique de forces étrangères, si elle est complètement refusée et que tous les conflits africains doivent être résolus dans le continent africain et par les efforts interafricains, mais pas des efforts étrangers et l'intervention étrangère. Et ça, c'est clair. L'Égypte a été toujours précise et claire dans ce problème et on va continuer à faire ça toujours. Docteur Raouf Ghaffar, analyste politique, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Et enchaînons cette édition avec l'Algérie, alors initiée par l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, la grande mosquée d'Alger, et dont la construction s'est achevée il y a 1 an et demi, célèbre le 28 octobre la première prière collective à l'occasion de la fête d'El Moulid El Nabawi, ou la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Voyons ensemble ce commentaire signé Dalia Karam. L'appel du muezzin a retenti peu à la première fois mercredi, peu à la prière du soir, à la grande mosquée d'Alger, la 3e plus vaste au monde et la plus monumentale d'Afrique, 1 an et demi après la fin de sa construction, sur fond de polémique. À la veille de la fête du Mouled, la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, la grande salle de prière pouvant accueillir jusqu'à 120 000 fidèles a été officiellement inaugurée par le Premier ministre Abdelmajid Djerad et 2 membres de gouvernement. Monsieur Djerad a remplacé au pied levé le président Abdelmajid Tebboune, transféré mercredi soir en Allemagne pour des examens médicaux approfondis après des cas de Covid-19 dans son entourage, selon un communiqué officiel. Une cérémonie plus importante est prévue à une date indéterminée sous la présidence de monsieur Tebboune pour marquer l'inauguration de la mosquée. Jama' al-Jazair, ou la mosquée d'Alger, à l'architecture géométrique et qui s'étend sur 27,75 hectares, ne le cède en gigantisme qu'à la mosquée Al-Haram à la Mecque et à celle du prophète à Médine, les 2 principaux lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite. Son minaret qui surplombe la célèbre baie d'Alger est le plus haut du monde. Il culmine à 267 mètres, soit 43 étages desservis par 10 ascenseurs panoramiques. Elle se compose aussi de 12 bâtiments indépendants, parmi lesquels une immense bibliothèque qui pourrait accueillir 1 million de livres. 5 imams et 5 muezzins auront pour mission de travailler sur les fatwas afin de les harmoniser avec la vie en Algérie. L'objectif, selon les responsables, est de combattre les radicalismes religieux et laïques. Cette mosquée, construite par une entreprise chinoise qui a fait venir un grand nombre de ses ouvriers, aura coûté plus de 750 millions d'euros aux contribuables algériens. L'intérieur, au style andalou, est orné de 6 km de calligraphie, de matériaux nobles, bois, marbre et alabâtre, et de tapis de prière bleu turquoise aux motifs floraux. Ses concepteurs vantent son identité algérienne. Alors, le parc national d'Amboseli connaît un véritable baby-boom. Cette région du sud du Kenya a enregistré cette année un véritable record des naissances d'éléphants, avec la naissance de 205 bébés en 2020. Voyons ensemble ce commentaire signé Shamsenemi. Au nord du Kilimandjaro, les éléphants du parc national d'Amboseli connaissent un véritable baby-boom. Connue pour ses troupeaux d'éléphants, cette région du sud du Kenya a enregistré cette année un véritable record des naissances d'éléphants, révèle la fondatrice du Amboseli Trust for Elephants. Lorsque les conditions se sont améliorées en 2018, beaucoup de femelles se sont accouplées et sont tombées enceintes. Aujourd'hui, nous sommes à 205 bébés nés en 2020 et nous en attendons même plus, car décembre est généralement un mois de naissance élevé. Une bonne nouvelle pour la biodiversité prouve que la fertilité des éléphants augmente après de fortes pluies tombées en 2018 et 2019. Une grossesse d'éléphant peut durer environ 22 mois.
En raison de la grande taille de l'éléphant, le développement du fœtus dans le ventre de la mère est plus lent. Il dure environ 660 jours. Entre 1973 à 1989, le nombre d'éléphants est passé de 167 000 à 16 000 pachydermes. Aujourd'hui, sa population a doublé pour atteindre près de 35 000 éléphants. Le directeur de la biodiversité, de la recherche et de la planification, Kenya Wild Service, est optimiste, mais reste prudent. Il dit « Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge parce qu'il y a des communautés dans le monde entier qui ne sont pas au Kenya et qui voient encore la valeur de l'ivoire. Parce que l'ivoire, et nous en avons la conviction, n'est pas un médicament. L'ivoire sert son but sur les éléphants. Donc ceux qui tuent les éléphants pour obtenir de l'ivoire, pour faire des bracelets, des colliers justes pour les cosmétiques, ils détruisent un patrimoine mondial. » Le parc national d'Amboseli a également pris des mesures pour réduire les incidents de braconnage. Il recrute des éclaireurs au sein de la communauté locale qui aident les gardes à surveiller les éléphants. Il y a maintenant plus de 1500 éléphants ici, selon le Kenya Wild Service. Mesdames et messieurs, avec ce commentaire, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Restez avec nous sur Nile TV International. Très bonne journée.